On va reparler de mobilité et d'urbanisme, entre autres la manière dont on voit la ville, son usage et donc celui de l'espace public et des infrastructures sociales sont l'objet d'un ouvrage de l'Académie royale de Belgique, dont un des auteurs est l'architecte et urbaniste Benoît Moritz, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors avant d'aller un peu plus loin évidemment dans votre livre, on voudrait quand même vous poser la question évidemment de Good Move. On l'a vu, c'est l'actualité de la semaine. On voit beaucoup d'opposition quand même à Good Move. Ce plan, il ne vient pas de nulle part. Il vient aussi de la vision de la ville en mailles. On en parle beaucoup de ces mailles, de ces quartiers. Finalement, est-ce que déjà, ça vous étonne cette opposition? Et deuxièmement, est-ce que Good Move, ça va vraiment dans le bon sens et ça s'est déjà fait ailleurs? Alors, oui, en fait, je dois dire que je suis assez étonné quand même des oppositions aussi violentes voilà, qui s'expriment dans l'espace public. Après, je dirais que c'est aussi c'est interpellant, c'est intéressant. Je pense qu'il faut se questionner par rapport à ça. Par rapport à votre question, et peut-être pour en revenir sur la question de l'ouvrage dont on parlera par après, on revient beaucoup sur la définition de quartier, en fait, dans cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est l'urbanisme de quartier, de proximité, que sont les quartiers, etc. Et dans Good Move, donc en préparant l'émission d'aujourd'hui, j'étais revoir en fait quelle est la définition de quartier, quelle est la définition des mailles. Et donc, en fait, il y a 50 mailles Good Move qui sont prévues dans le plan, mailles de quartier apaisé. Et donc, le terme quartier est aussi apaisé. Et là où je pense qu'il y a en fait un problème de méthode dans Good Move, c'est qu'en fait, ces quartiers, ils sont extrêmement grands. Et j'ai fait l'exercice de les superposer à ce qu'on appelle le monitoring des quartiers, qui définit en fait des limites de quartier à Bruxelles. Il y en a 155. Voilà, on a 50 mailles Good Move, on a 150 quartiers identifiés comme tels. Et donc, on se rend compte qu'en fait, ces mailles sont extrêmement grandes. Et je pense qu'en fait, il faudrait, du point de vue de la méthode, revenir à une définition plus fine des mailles à l'échelle des quartiers. Donc, les quartiers apaisés sont en réalité presque, par exemple pour Saint-Gilles, c'est quasiment la moitié de la commune qui est couverte. Donc, quand on dit quartier apaisé, maille apaisée, je pense que la terminologie n'est pas bonne. J'ai lu ce matin l'interpellation ou l'interview de Pascal Smet dans La Libre. Il plaidait pour des mailles plus fines. En fait, moi, je pense qu'en fait, les mailles sont trop grandes. Elles ne correspondent pas au quartier. Elles sont à une autre échelle. Et je pense qu'il faudrait les réduire véritablement à l'échelle des quartiers. Mais ça, vous en parlez dans votre ouvrage. Donc, l'espace des infrastructures. Alors là, c'est les infrastructures sociales. Mais évidemment, on parle aussi de l'espace public de manière plus générale. Et de la définition du quartier, ça reste assez flou, cette définition du quartier. On n'en a pas vraiment, en fait. Il y a cette définition de l'IPSA, donc les 156 quartiers, donc l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse. Il y a également donc le quartier que nous, on peut ressentir, les comités de quartier, il y en a une centaine à peu près à Bruxelles. La définition est en fait assez floue, mais donc ce qu'on montre aussi dans le livre, c'est qu'il y a des éléments qui sont communs aux différentes définitions, entre autres la traversabilité à pied. Donc il y a entre autres une définition qui est donnée par un architecte luxembourgeois qui dit qu'un quartier doit être traversable en 10 minutes. Ce qui donne en fait une mesure de la taille critique d'un quartier. Et donc, traversable en 10 minutes, ça veut dire plus ou moins 33 hectares. Enfin voilà. Donc, ça correspond, pour donner une analogie à ce que les Bruxellois connaissent, 10-15 îlots, 15-20 îlots, on va dire, la taille qu'on utilise comme périmètre des contrats de quartier, par exemple. Là, je pense qu'on est à la bonne échelle. Peut-être pour revenir sur votre question précédente, je vais peut-être un tout petit peu insister là-dessus parce que je pense qu'elle est vraiment intéressante. Est-ce que ça s'est fait ailleurs? Les mailles, effectivement, donc le grand exemple, c'est Barcelone, les Superia à Barcelone. Voilà, mais qui sont en fait un projet, et là je rejoins à nouveau Pascal Smet, je veux dire que ce matin j'étais assez content de son entretien. Il dit en fait, c'est un projet, c'est présenté comme un projet de mobilité, mais il faut le présenter comme un projet de ville, comme un projet d'espace public. À Barcelone, les Superia, c'est effectivement un urbanisme de proximité sur base de 9-10 silos. Mais c'est aussi un projet d'espace vert, donc il y a des axes verts qui traversent, et c'est aussi, pour en revenir à l'ouvrage, une politique d'équipement qui vient trouver sa place au sein de ces quartiers qui sont apaisés. Et c'est là que je pense que, on le voit bien dans les différents débats, les gens trouvent que c'est pas logique, la manière dont c'est organisé. Je pense que, moi je suis plongé un peu dans les plans hier soir, ils sont logiques du point de vue de la mobilité, mais ils sont trop grands, les mailles sont trop grandes, et puis cette question de quel projet en plus, quelle qualité d'espace public en plus, quelle desserte des équipements locaux, quelle fonctionnalité par rapport à l'organisation d'un quartier n'est pas du tout abordée en fait. Et donc ça, je pense que c'est un peu un péché, je dirais, de ce plan ou de son implémentation. C'est vraiment d'être un plan purement de mobilité et il n'est pas intégrateur des autres dimensions de l'organisation urbaine, dont l'espace public, dont les équipements. Ce qu'on montre dans le livre, c'est assez intéressant, je pense. Ça, c'est un livre qui est, du point de vue de son contenu, j'en suis assez content. Hier, j'étais le présenté à Perspective. C'est un peu le premier livre qui parle de cette politique des quartiers. Comment est-ce que la politique a été pensée à
à Bruxelles, mais aussi ailleurs, en Europe. Et on voit qu'en fait, il y a vraiment une réflexion sur où est-ce qu'on met les équipements et comment sont-ils desservis à pied, en voiture, par les transports publics, etc. Et cette logique-là, il faut la retrouver, en fait. Oui, c'est ça. On va un peu expliquer quand même votre ouvrage, effectivement. Donc, on est sur l'urbanisme de proximité, sur les infrastructures. Ces infrastructures, donc, ce sont les crèches, les écoles, les salles de sport, les spectacles. Enfin, c'est tout ce qu'on a besoin dans une ville. C'est tout ce qui fait sociabilité urbaine en ville et qui est associé souvent à des espaces publics. Donc, ce sont les équipements, mais aussi des espaces publics comme des parcs, par exemple, des trottoirs, des choses qui font urbanité, on va dire. Mais ça, vous le dites aussi dans l'ouvrage, l'espace public, il a été vu de manière différente au fur et à mesure de l'histoire du XXe siècle. Dans la construction de la cité-jardin, on voit que c'est quand même assez important, puisque c'est l'espace vert qui est là, avec les infrastructures qui sont au cœur de la cité-jardin, et puis on construit les maisons. On le voit bien, par exemple, sur la cité-jardin du Logis ou Floréal à Watermal-Boisfort. Mais après, souvent, l'espace public, vous le dites, à Bruxelles, on l'a un peu oublié aussi. C'était quelque chose qui était fait pour la mobilité avec les grands axes et puis pas vraiment, on ne vit pas une expérience sur l'espace public. On le vit, ça a été vrai pendant tout le moment, donc le livre a une perspective historique assez importante, on couvre le XXe siècle, etc. Et c'est vrai qu'il a été oublié pendant tout un moment. Depuis que la région bruxelloise existe, il y a une valorisation de l'espace public, un travail qui est fait. Maintenant, ce que dit aussi le livre, et je pense que c'est important que je le dise, en fait, il s'inscrit dans une réflexion sur c'est quoi l'importance de ces infrastructures sociales aujourd'hui dans la société contemporaine. Et on est inspiré, en fait, les trois auteurs ont été inspirés d'un sociologue américain, Kleinenberg, qui a écrit un bouquin sur la situation aux États-Unis, mais qui dit clairement qu'en fait, c'est important les infrastructures sociales, c'est important les équipements, c'est important les espaces ouverts, les espaces publics, etc., y compris dans la lutte contre le changement climatique. Et il part d'un constat qu'il a fait sur la ville de Chicago, où il a pu observer une vague de chaleur en 1995, qui a eu des surmortalités là où il n'y avait pas ces équipements. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du climat, de la lutte pour l'environnement, etc., à partir de la végétalisation. C'est vrai, il faut le faire, il faut désimperméabiliser, etc. Mais, et on l'oublie, je pense, les espaces publics, les équipements de proximité, la cohésion sociale à l'échelle d'un quartier sont aussi des éléments de lutte contre le réchauffement climatique d'un point de vue, une perspective, je dirais, sociale, par rapport aux habitants, etc. Et ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler, je dirais. Oui, ça c'est d'ailleurs une des conclusions de votre livre, c'est de dire, aujourd'hui, on met les infrastructures là où on peut, parce que c'est des opportunités urbanistiques, Bruxelles est déjà dense, mais il faudrait les repenser aussi dans les quartiers, par exemple, où il y en a le plus besoin, et notamment dans les quartiers défavorisés. Alors, en fait, les pouvoirs publics et la région, via la politique de rénovation urbaine, la politique européenne FEDER, etc., en met déjà beaucoup. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une réponse à l'enjeu sociétal de déficit par la création de nombreux équipements. Le livre, il plaide aussi peut-être pour considérer ces équipements un peu d'une autre manière. Et donc, on parle par exemple à un moment donné de l'idée de centre de résilience, Resilience Center, des espaces publics qui pourraient être ouverts à d'autres moments de la journée ou de la semaine, avec en ligne de mire, ce que nous avons en ligne de mire, c'est les écoles. En fait, les écoles, il y a un programme de la région Contrat École qui vise à les ouvrir. On appuie en fait cette idée-là, qu'un équipement public, c'est pas simplement la semaine du lundi au vendredi de 5h à 17h, mais dans une ville qui se densifie, dans une ville où l'urgence climatique et l'urgence sociale sont de plus en plus importantes, je dirais, les équipements publics ont vraiment un rôle à jouer et doivent être repensés dans cette perspective de résilience. Et donc on insiste un peu sur cette idée qui vient à nouveau de Kleinenberg, de Resilience Center, les centres de résilience de quartier. Et je pense que ça commence à se faire en fait à Bruxelles. On est un peu sur le bon chemin de ce point de vue-là, mais pour revenir à votre première question, l'articulation avec Good Move, l'articulation avec la mobilité, l'accessibilité doit être repensée et c'est ce qu'on explique dans l'ouvrage. Historiquement, ça l'a toujours été. Aujourd'hui, pour des raisons de politique sectorielle, la mobilité, la rénovation urbaine, les équipements, tout ça est un peu fragmenté. Il faut réintégrer ça dans une vision globale. Allez, on espère que le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Benoît Moritz d'être venu. Merci.